À la une ce soir, hôpital sans danger imminent, chiffre erroné. La directrice de l'ARS sort du silence et conteste le chiffre de 43 morts avancé par l'UGTG. Valérie Denus concède néanmoins une surmortalité. Ses explications sont à venir dans ce journal. Y a-t-il bien eu discrimination à l'embauche dans le recrutement à l'hôtel Arouaouac? Deuxième volet ce soir de notre enquête, avec les explications de Pôle emploi, confronté à la mobilisation du personnel qui s'indigne du transfert de l'agent qui aurait divulgué l'information. Et les collectivités se disent impuissantes face à l'invasion des sargasses. Le président de la Riviera du Levant, Jean-Pierre Dupont, a demandé le classement en état de catastrophe naturelle des communes impactées par le phénomène. Et le parc national veillera sur le respect de la nature pendant ces fêtes de Pâques. L'établissement va lancer une vaste campagne de sensibilisation pour rappeler à chacun les règles indispensables pour préserver le milieu naturel. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après la révélation choc du nombre de morts qui aura été constaté au CHU depuis l'incendie, la directrice de l'ARS est sortie du silence ce matin. Valérie Denus conteste le chiffre de 43 morts avancé par le GTG. Selon elle, il y aurait eu 16 événements indésirables. Entendez par là 16 complications graves entre la fin du mois de décembre et le début du mois de mars, contre 9 constatés l'an passé à la même période. De plus, l'hôpital ne présenterait aucun danger imminent, selon l'avis des experts. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Nommée à la tête de l'Agence régionale de santé le 15 mars dernier, Valérie Denus est désormais en charge de la planification de la réorganisation du CHU. Jeudi, ce sera la réunion de toutes les instances, en particulier du CHU, de façon à pouvoir vraiment exprimer à tous en même temps les propositions de solutions que l'on a trouvées. Donc effectivement, les experts sont venus, ça nous a aidé à définir, je dirais, le diagnostic et à pouvoir ensuite faire des propositions qu'on est en train d'affiner encore actuellement. Ce qui nous a été donné clairement, c'est confirmé, pas de danger grave et imminent. Il n'y a pas de risque à aller dans le CHU, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des odeurs, qu'il n'y a pas des suies, qu'il n'y a pas des champignons, enfin de moisissures dues au fait que les lances à incendie des pompiers ont inondé le CHU. Donc il y a effectivement des choses, mais elles ne sont pas dangereuse, en tout cas dans l'immédiat. Après, en termes de conditions de travail, évidemment, ce n'est pas bon et donc il faudra le nettoyer, le décontaminer. Depuis l'incendie du CHU, la surmortalité de patients aurait augmenté. La directrice de l'ARS conteste le nombre de morts avancés depuis hier, mais n'exclut pas un nombre plus important de décès. C'est vrai qu'on a identifié le fait que nous sommes à une moyenne de 56 morts par semaine dans la période actuelle, contre 53 l'année dernière. Donc il faut qu'on identifie pourquoi, mais attention, c'est sur la Guadeloupe dans son ensemble. Donc il faut qu'on voit si ce n'est pas d'autres établissements, s'il n'y a pas eu des pics d'accidentologie. Pour ce qui concerne le CHU, il y a eu 16 événements indésirables graves, déclarés dans la période de décembre à mars, contre 9 l'année dernière. C'est quoi un événement indésirable grave? C'est il y a quelque chose qui s'est passé de pas normal en termes de moyens, en termes de prise en charge. Voilà. Il faut qu'on analyse ces éléments-là. Et par ailleurs, donc en termes de courbe, au niveau de la morgue, effectivement, il y a une courbe un petit peu plus élevée dans la semaine 9 et 10. C'est sur les semaines de fin février, début mars. Et je ne veux pas faire de conclusion hâtive. Un nouveau conseil de surveillance du centre hospitalier sera donc organisé le jeudi 29 mars et aura pour objectif de présenter les premières propositions de l'ARS concernant la planification de la réorganisation du centre hospitalier universitaire. Un plan d'action qui sera donc dévoilé demain. Et depuis hier, la Direction générale de l'Agence régionale de santé a mis en service un numéro d'appel pour le grand public, mais aussi les personnels de santé. L'objectif est bien entendu de rassurer la population et de donner des informations pratiques et utiles aux personnes qui doivent fréquenter l'établissement. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus sur cette plateforme. On regarde son reportage. Une question, un doute, un besoin d'information. Depuis le début de la semaine, l'Agence régionale de santé a mis en service un numéro d'appel d'information CHU. Ce numéro, c'est un numéro d'accès pour poser toutes les questions qu'on a envie de poser sur la crise du CHU, de manière à ce que à permettre d'écouter, un, les personnes, et deux, de leur donner des renseignements rationnels,
réel. Moi, j'ai dit que la transparence, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, il n'y a pas de difficulté à répondre. Ensuite, c'est destiné à qui? À toute personne qui a envie de téléphoner à ce numéro. Donc, on répondra à tous. L'agence régionale tient par ce nouveau service à faire preuve de transparence concernant la situation en temps réel de l'établissement hospitalier. Il va falloir qu'on se réorganise pour offrir le meilleur de l'offre de soins à la population. Et moi, c'est mon objectif. Et l'objectif, c'est de dire, OK, puisqu'on est dans une crise difficile, ce qu'il faut qu'on montre, nous, la Guadeloupe, c'est qu'on peut être innovant, trouver des bonnes idées, apporter des solutions qui sont des solutions peut-être vraiment d'avant-garde. Et moi, je vais m'attacher en tant que DG d'ARS d'essayer d'aider les équipes médicales pour pouvoir leur donner les moyens d'être innovants. Donc il faut sortir grandi, je dirais, de cette crise. Mais il faut sortir grandi tous ensemble. Cette plateforme, en collaboration avec le GIGRASPEG, est donc joignable du lundi au vendredi de 8h à 17h pour répondre à toutes les questions du grand public, mais également des personnels de santé du CHU. Y a-t-il bien eu discrimination à l'embauche dans le recrutement à l'hôtel Arawak à Gosier? 80 postes étaient à pourvoir dans le cadre de la réouverture de cet établissement. Selon le GTG, très peu de candidats locaux auraient été retenus car ne répondant pas aux standards de l'établissement. Voici ce soir le deuxième volet de notre enquête sur le sujet avec les explications de Pôle emploi qui est confronté depuis ce matin à la mobilisation du personnel de l'antenne de Pointe-à-Pitre qui s'indigne du transfert de l'agent qui aurait divulgué l'information. L'enquête est signée Yvan Lemar. Ce matin, l'agence Pôle emploi de Pointe-à-Pitre était ouverte, mais l'accueil des demandeurs d'emploi n'était pas assuré par certains agents. Bon matin là, les agents du Pôle emploi Pointe-à-Pitre décident de porter solidarité collègues à eux. Il faut savoir que les collègues là, ils sanctionnés, la direction sanctionnée, ils retirent toute habilitation. Et pourquoi? Parce qu'ils ont soupçonné que c'est lui qui bat le GTG information, mais comme quoi Arawak dit comme ça, que tous ces CV là, nous voyons, que le Pôle emploi Pointe-à-Pitre voyait là, pour une période parce que c'est mon appani le standing qu'il faut pour travailler en l'hôtel à eux. Donc, c'est inadmissible. Il ne peut pas demander à avoir un compte par rapport à tout le travail que les agents font et qu'ils ont dit qu'ils peuvent gagner pour nous recruter, mais ils ont sanctionné un collègue. Empêcher de gagner VI et pendant ce temps, les scélérats des roues. Selon la direction de Pôle emploi, la polémique concernant le recrutement de l'hôtel Arawak ne la concerne pas, car la mission qui lui avait été confiée a bien été remplie. Il ne faut pas se tromper de problématique. Pôle emploi a plusieurs missions. Inscrire, indemniser, accompagner. Accompagner les demandeurs d'emploi, accompagner les entreprises. Accompagner les entreprises pour des recrutements. Et effectivement, il y a un besoin de recrutement sur l'hôtel Arawak et le but, ça a été de répondre à ce recrutement. Première chose, le recrutement est toujours en cours. Donc on entend beaucoup de choses sur le sujet. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Deuxième chose, effectivement, les conseillers de Pointe-à-Pitre ont fait leur boulot, l'ont bien fait et ont proposé à l'entreprise des profils par rapport aux besoins et compétences de l'entreprise. Pour autant, il ne faut pas oublier que c'est l'entreprise qui décide qui elle recrute. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est emmené par le syndicat UGTG sur un autre champ, qui n'est pas le champ de Pôle emploi. Nous, on est là pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises. Sur le reste, ce n'est pas un sujet Pôle emploi. Concernant l'agent soupçonné d'avoir divulgué des informations au syndicat, aucune sanction n'a été prise pour le moment selon la direction. Il y a des droits et des devoirs. Et dans les devoirs des conseillers de Pôle emploi, il y a effectivement des informations confidentielles qui sont soit des échanges, soit autre chose, qui n'ont pas à être divulguées. Ça fait partie du règlement intérieur de Pôle emploi et du fonctionnement de Pôle emploi. À ce stade, il n'y a aucune sanction qui a été prise. Donc quand j'entends ce mouvement, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de sanctions qui ont été prises. Pour autant, effectivement, aujourd'hui, il y a eu un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement, il va être réglé en interne dans Pôle emploi, puisque moi je considère aujourd'hui que quand une information confidentielle ne doit pas être divulguée, donc effectivement, ce n'est pas un fonctionnement normal. Et ce qui est dommage, c'est que, et par l'action d'un syndicat et par cette divulgation, on met en difficulté Pôle emploi. Alors que justement sur ce dossier, les conseillers de Pôle emploi ont fait leur travail. Donc encore une fois, il ne faut pas se tromper de situation, il ne faut pas se tromper de cible. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on apporte les missions dont ont besoin les demandeurs d'emploi et les entreprises de Guadeloupe. Les agents du Pôle emploi Pointe-à-Pitre mobilisés aujourd'hui devraient reconduire leur mouvement demain. Concernant les critères et les avancées du recrutement de l'Arawak, le mystère reste entier. Pour le moment, la direction de l'hôtel n'a toujours pas répondu à nos sollicitations. Et face aux immenses bancs de sargasses qui ont envahi notre archipel ces derniers jours, les collectivités se disent impuissantes. Hier, le président de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant interpellait déjà les acteurs du dossier. Jean-Pierre Dupont a demandé le classement en état de catastrophe naturelle des communes impactées par les sargasses. Reportage Karen Diama. Depuis plusieurs jours,
De nombreuses plages de l'archipel font face à une invasion massive de sargasses. Un risque sanitaire et économique qu'a mis en avant le président de la CARL. La situation est suffisamment grave et d'autant plus qu'on nous annonce l'arrivée de sargasses dans les jours qui viennent. Donc j'ai profité de cela pour alerter le préfet, pour alerter les parlementaires, la région, le département, puisque cette situation ne concerne pas uniquement la riviera du Levant, mais toute la Guadeloupe. Donc c'est tous ensemble qu'on doit faire face à cette situation qui est catastrophique. D'après le bulletin de veille de l'ADEAL, 91 sites seraient aujourd'hui impactés par cette arrivée massive qui avait été annoncée depuis le 7 février dernier. La CARL n'est pas la seule touchée par ce phénomène. Le problème économique, c'est un constat. Nous constatons qu'avec l'arrivée des sargasses, on a vu notamment au niveau de la marina à Saint-François, ça pose énormément de problèmes. Donc nous essayons de faire front avec nos faibles moyens, mais je le dis, la solution passe par une reconnaissance en catastrophe naturelle de cette situation par l'État. Et à ce moment-là, tous les moyens devraient suivre. Si le président souhaite une reconnaissance de catastrophe naturelle pour faire face à la problématique sargasse, dans l'immédiat, les moyens disponibles semblent peu efficaces. C'est vrai qu'on était sur le terrain, on nous a annoncé l'arrivée des sargasses, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas de notre compétence et que même si on nous annonce l'arrivée des sargasses, ça ne nous donne pas pour autant les moyens. Et vous verrez que même pour cette année, on n'aura pas les moyens nécessaires pour endiguer ce fléau. Il faut peut-être commencer à travailler dès maintenant pour l'année prochaine, et parce que c'est un phénomène qui reviendra de toutes les manières. Depuis 2016, près de 700 000 € ont été investis par la communauté d'agglomération afin de faire face à cet échouage massif. Et leur odeur peut être très incommodante. Irez-vous quand même à la plage malgré la présence des sargasses? C'est la question que Karine Diama vous a posée. On écoute vos réponses. Oui, j'ai l'intention d'y aller, mais j'y pense justement. Et comme je suis du Gosier, à Gosier, il y a peut-être un petit peu moins. J'irai voir. Et si je peux trouver un petit coin pour me baigner, je me baignerai vraiment pour la tradition. Il faut que je me baigne. Maintenant, s'il y en a de trop, j'attendrai parce que la mer, elle ne s'en va pas, elle reste là. J'attendrai qu'on nettoie pour aller prendre un bain. Oui, le samedi matin, je vais sur la plage dehors avec me baigner à 5h30. Et les sargasses ne vous dérangent pas? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup là. Il n'y en a pas là. S'il n'y a pas trop de sargasses, j'irai. S'il y en a trop, je ne rentre pas dans l'eau parce que c'est désagréable, ça gratte. Et bon, c'est pas agréable quand il y a des sargasses de se baigner. Non, j'irai pas parce que c'est un peu toxique pour les enfants, j'irai pas. Même pour prendre un bain, non, ça ira. Manifestement, je n'irai pas parce qu'il y a des problèmes de santé. Parce qu'il faut savoir que les sargasses, c'est quand même quelque chose qui touche à la santé. C'est un problème de santé publique. Il faut savoir aussi que toutes les gens qui sont asthmatiques ont des problèmes de respiration. Parce que les sargasses, c'est quand même quelque chose qui est nocif pour la santé. Et ça dégage un gaz sulfureux qui s'appelle de l'hydrogène sulfureux. Et à la longue, qui peut être très nocif pour la santé. Donc personnellement, je ne pense pas que je vais m'aventurer pour pouvoir aller à la plage. Même si le désir est là, même si l'envie est là. Mais on va rester sage, on va faire attention et on restera prudent. Et cette question qui concerne maintenant notre santé, on sait que de nombreuses terres sont polluées au chlordécone en Basse-Terre. Faut-il continuer à capturer les crabes pour les fêtes, sachant que ces terres sont contaminées dans cette partie de l'archipel? C'est la question qu'ATV Guadeloupe vous a posée. On écoute vos réponses recueillies ce matin par Patrick Curie et Moïse Dexter. À mon avis, on ne devrait pas continuer, mais si les gens en ont besoin pour les fêtes de Pâques qui arrivent, à mon avis, ce serait non. Il faudrait faire attention. Les crabes, c'est une habitude, on ne peut pas s'en empêcher. Même s'il y a de la chlordécone, on va toujours manger des crabes, c'est la tradition. On ne peut pas s'en empêcher. De toute façon, on a déjà beaucoup mangé. Si c'est contaminé, c'est contaminé. Est-ce que les crabes se nourrissent avec les éléments qu'il y a dans la terre? Si effectivement en se nourrissant, ils accumulent ça, non, on ne fait pas. Les crabes, ils se nourrissent essentiellement pour être dire de la biodiversité, avec en gros la nature. Donc, si les terres sont contaminées, ce serait dangereux de les consommer par la suite. Donc, je dirais non. Normalement, non.
oui, quand même, c'est notre tradition. Quand même, les crabes, on ne peut pas les mettre à côté. Je pense qu'il faut faire attention par rapport à ce qu'on mange, surtout maintenant, avec tout ce qu'on dit. Peut-être aussi pour nous faire peur. Hein. C'est nous à faire des recherches et savoir quoi manger dans notre assiette, quoi mettre dans notre assiette, d'où sort aussi ces crustacés. Mais non, on ne peut pas continuer parce qu'avec la maladie, on ne peut pas faire ça. C'est très risqué ça. Je ne peux pas dire qu'il faut continuer, il ne faut pas continuer. C'est une tradition actuellement. Donc il faut voir de quel côté on va pêcher, dans les mangroves, des endroits où ils sont comme ça. Non ? Vous ne pensez pas? Les gens sont libres de choisir et décider dans leur vie. Mais normalement, s'il y a chlordécone, il ne faudrait pas capturer les crabes. Il faut faire attention quand même à la santé. On peut manger du crabe du moment que ce n'est pas nocif pour l'homme, que ça n'atteint pas à sa santé. Mais après, c'est la tradition, donc c'est contradictoire. Mais après, je dirais oui, mais avec modération. RST sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, des pistes de développement pour les très petites entreprises en Guadeloupe. Et puis piqûre de rappel sur les règles à respecter pour justement préserver le milieu naturel pendant ces fêtes de Pâques. Mais avant, cette réaction liée à l'annonce du gouvernement, le président Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui son intention de rendre l'école obligatoire pour les petits dès l'âge de 3 ans. Une mesure qui sera appliquée dès la rentrée 2019. Comment est accueillie cette nouvelle par les syndicats? Voyons ce qu'en pense le secrétaire général de la FSU, Eddy Ségur, interrogé par Linda Kayarzi. Aujourd'hui, monsieur le ministre et puis le président de la République n'inventent rien sur le soleil de Guadeloupe. 95% des enfants de 3 à 6 ans sont déjà scolarisés. Et ce que nous craignons surtout, c'est que sous couvert de scolarisation obligatoire de 3 à 6 ans, on oublie les dispositifs tels que les TPS, les très petites sections. Et donc, s'il n'y a pas des moyens supplémentaires, s'il n'y a pas notamment des dotations supplémentaires offertes aux municipalités pour qu'elles puissent doter les écoles d'espaces adaptés avec du matériel adapté, et puis surtout qu'elles fassent de telle façon que l'ensemble des classes de maternelle soient accompagnées d'une ATSEM, c'est-à-dire un personnel communal qui puisse accompagner et aider donc l'enseignant dans la classe, il est clair que ça ne va servir pas à grand-chose. Nous, ce que nous espérons, c'est que, comme il l'a fait, notamment avec les CPD doublés, en supprimant le plus de maîtres que de classe, nous espérons surtout que cette annonce et cette fameuse réforme, qui n'en est pas une, s'accompagne de moyens réels et financiers et humains. Au chapitre économie, cette semaine est dédiée aux très petites entreprises en Guadeloupe. Jusqu'à la fin du mois, la BGE Guadeloupe Île-du-Nord organise une série de manifestations à l'occasion de la 3e semaine des très petites entreprises. Ainsi avait lieu ce matin une matinale des TPE mise en place à la mission locale de Guadeloupe pour présenter le poids justement de ces entreprises et informer sur les possibilités de création et de développement. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Patrick Curie, Moïse Dexter. Mettre en réseau les différents acteurs économiques des institutions, c'est l'objectif de la semaine des très petites entreprises. L'ensemble des BGE du réseau d'accompagnement des entrepreneurs organisent sur l'ensemble des territoires ces rencontres entre les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, les élus, les collectivités, mais aussi les institutionnels, de façon à ce que toutes ces personnes puissent réseauter et mettre en valeur donc les parcours de création d'entreprises, mettre en valeur les entreprises et plus singulièrement les TPE, les très petites entreprises. Quand on est artisan, c'est important de sortir le marché. Effectivement, artisan, ça vient du mot artiste, donc il développe un art, mais nous, ce qu'on essaie de faire par la directe avec les autres acteurs, la BGE, la région et Pôle emploi et tous les autres acteurs, Initiative Guadeloupe, c'est de dire, vous êtes peut-être des artisans, dans le sens artistique, mais vous avez une stratégie à développer. Donc c'est ce que j'ai essayé ce matin, de dire que toute entreprise, il n'y a pas une petite ou une grosse entreprise, il n'y a qu'une entreprise, donc il y a un chef d'entreprise. Et par là, de le dire, vous êtes dans une stratégie, donc peut-être essayer de développer votre stratégie. Michael est un porteur de projet spécialisé dans la fabrication de lunettes sur mesure. Il est venu, comme beaucoup, se renseigner sur les différents accompagnements qui s'offrent à lui. J'attends des informations concernant les dispositifs d'accompagnement de la région et du département. Je suis accompagné par la BGE de Guadeloupe pour challenger mon projet de création d'entreprise en Guadeloupe
la structuration de mon business plan. Avec plus de 40 000 entreprises concernées et un fort taux d'embauche, les TPE représentent environ 2/3 des entreprises de notre territoire. Cette semaine BGE visait donc à les mettre en valeur tout au long de cette 3e édition. Et les problématiques, quel que soit leur domaine, écologique, environnemental ou autre, peuvent générer aussi des opportunités de création de filières. Et ça, notre invitée l'a bien compris. Elle a eu l'idée de créer une entreprise spécialisée dans le green marketing. Elle vient de lancer d'ailleurs un nouveau projet nommé BB World. Elle est avec nous ce soir pour en parler. Claudie Lombion, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai plus ou moins déjà présenté le projet. Vous êtes la directrice générale de la société Triacaz. Tout à fait. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le green marketing. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous en quelques mots. Alors Triacaz, c'est quoi justement? Triacaz se définit comme un écosystème. Donc un écosystème constitué par une plateforme en ligne, www.triacaz.com, qui est un e-commerce qui propose des produits 100% éco-conçus, des produits recyclés, recyclables, issus du développement durable, qui permettent de communiquer autrement, d'où avoir un marketing green. C'est aussi une boutique, le premier co-store de Guadeloupe qui s'appelle la boutique du Tri, qui propose au grand public des produits fun and green qui permettent d'intégrer dans leur quotidien des produits issus du recyclage ou de la valorisation. Et enfin, Triacaz fait aussi de la R&D, vous l'avez évoqué, c'est le Trilabo, dont le premier projet, c'est donc BB World, qui est une application en ligne. Alors, BB World, moi, je l'ai téléchargé sur mon téléphone, mais je vous laisse la possibilité de pouvoir en parler ce soir. De quoi s'agit-il exactement? Alors, BB World continue en fait cette idée de promotion, de sensibilisation et de conscientisation à la thématique environnementale. Donc, Triacaz essaie de trouver des voies et moyens pour pouvoir éduquer, faire beaucoup de pédagogie, puisque la sensibilisation sur le tri à case, comme son nom l'indique, ou n'indique pas, je le traduis, c'est tri à la maison. On a voulu en fait jouer un petit peu avec nos différentes essences, créole, les langues. Le slogan c'est Be Fun, Be Green. Donc l'objectif c'est vraiment de rentrer dans les foyers, et ça commence par là. Le tri commence à la maison, avec un jeu avec la mobile, sensibilisation, facile à comprendre. avec un jeu de manière ludique. On utilise tous les voies. L'objectif c'est que ce jeu est accessible de 4, pour l'avoir fait tester par ma petite nièce de 4 ans, de 4 et de ma grand-tante qui a 90 ans. À 90 ans, l'objectif c'est vraiment de, sans se prendre la tête, on va dire, être sensibilisé et pouvoir savoir comment bien trier. Parce que la vraie problématique, elle est là. Savoir ce qu'il faut mettre dans la bonne poubelle, sans prise de tête, et que ça devienne un geste naturel. C'est l'objectif. Claudie Lombion, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes à la base ingénieur en agroalimentaire. Tout à fait. Donc c'est une problématique que vous connaissez parfaitement. Est-ce que les Guadeloupéens sont sensibles à tout ce qui est environnement, préservation de l'environnement et surtout le tri sélectif? Alors, on va dire que les Guadeloupéens sont des jeunes trieurs. Juste pour faire un petit peu d'historique, en Guadeloupe, le tri sélectif existe depuis environ, dans l'Hexagone, depuis environ une 40aine d'années. En Martinique, c'est environ 20 ans. En Guadeloupe, c'est 10 ans. Donc, on va dire que c'est des jeunes trieurs. Changer des comportements, ça prend du temps. Ça prend effectivement des décennies. Dans l'Hexagone, ça a été mis en place par de l'incitation financière. Donc voilà, il y a une vraie conscience du tri. Les Guadeloupéens veulent trier. Par contre, leur donner des outils, mettre en place des politiques publiques qui les sensibilisent, c'est aussi le travail qui se fait en complémentarité par Triacaz et par les agglos, qui mettent en place ces politiques publiques de sensibilisation. Vous accompagnez effectivement ces communautés d'agglomération dans leur démarche de communication, tout à fait. De développement durable. Mais si on va parler de la question pratique, c'est-à-dire de la politique publique qui est menée, est-ce que finalement elle s'engage réellement dans cette démarche? Alors il y a vraiment un très très gros effort qui est fait par l'ensemble des agglos sur le territoire. Des moyens sont déployés pour pouvoir sensibiliser, éduquer avec des campagnes de communication qui sont effectivement réalisées, des moyens financiers aussi qui sont déployés, des moyens importants pour mettre en place des collectes, sensibiliser les Guadeloupéens que la collecte ne se fait pas tous les jours parce que c'est un coût réel qui s'impacte sur ces taxes. Donc Triacaz est là aussi pour pouvoir accompagner ces politiques publiques pour continuer cette sensibilisation quotidienne en apportant des outils et des solutions, que ce soit à l'intérieur ou dans les foyers ou dans les entreprises, dans les collectivités, en allant en fait plus en amont, on va dire, de la démarche des collectivités. Alors les collectivités publiques jouent le jeu, la loi de transition énergétique en même temps l'oblige, mais est-ce que les entreprises locales en Guadeloupe, on sait que le label vert, tout ce qui est bio est à la mode, est-ce qu'elles s'imprègnent justement de ce concept? Alors de toutes les façons, il va falloir s'y mettre, puisque il y a eu des démarches en cours de sensibilisation des devoirs réglementaires des entreprises. Donc bien entendu, c'est un devoir réglementaire. Il y a aussi des entreprises qui
qui ont intégré cette démarche bien en avant, hein, avec des démarches de responsabilité sociétale des entreprises, donc d'intégrer l'éco-conception, la conscience environnementale dans le quotidien, en ayant une démarche vertueuse, hein, par exemple en triant déjà son papier. Hein, je pense qu'à TV, vous avez mis en place le tri du papier. Bien entendu. Entreprise vertueuse, tout à fait. Donc voilà, donc cette conscience se fait, évidemment, ça se fait aussi par le bâton. Et là, effectivement, ça fait partie de la double face de la médaille. Mais je pense que ce travail se fera de manière... Ça prend du temps. Voilà, très honnêtement, ça prend du temps. Mais des entreprises comme les nôtres, je pense que j'essaie, à travers ma passion, de faire passer ce message, que ce soit pour le grand public, que ce soit pour les associations ou les entreprises. Voilà. Claudie Lambion, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, et allez-y recycler les déchets avec Bibi World. Merci Claudie Lambion. Environnement toujours, le Parc national va lancer une vaste campagne de sensibilisation comme chaque année à cette période de Pâques. L'idée est de rappeler à chacun les règles indispensables pour préserver notre milieu naturel. Piqûre de rappel avec Yvan Lemarque. La campagne de sensibilisation du Parc national va commencer dès jeudi. Une vingtaine d'agents seront mobilisés sur le terrain afin de rappeler la réglementation en vigueur durant le week-end pascal. La première chose à respecter, c'est ne pas faire du feu au sol. Nous sommes en période sèche et faire du feu au sol pourrait causer un incendie. Même si nous sommes dans une zone relativement humide, ce qui n'est pas le cas pour les îlets ou sur les plages, nous pouvons être auteurs d'un départ de feu involontaire. La deuxième chose, le problème de la Guadeloupe à Pâques, c'est le déchet que causent les gens qui viennent. On demande aux gens de ne pas déménager les abords de la maison pour les emmener en forêt, c'est-à-dire ne pas venir avec le vieux réfrigérateur, le vieux congélateur. Il est même conseillé d'avoir sa glacière, mais ne pas venir avec son congélateur, son vieux matelas, son vieux lit. Ça, c'est complètement à bannir. Concernant l'utilisation d'appareils sonores, des règles strictes existent. Alors, le son est interdit en cœur de parc. Bien sûr, là où ce n'est pas du cœur de parc, on peut faire son son, en évitant bien entendu de déranger la personne qui est à côté, mais en cœur de parc, le son, sauf à partir d'un appareil sans haut-parleur, est interdit. Les patrouilles des agents du Parc national se feront en cœur de parc, sur les îlets, les plages, mais aussi en mer. Des bennes à ordures seront installées dans les principales aires de pique-nique des Mamelles. En cas d'infraction, les contrevenants peuvent être sanctionnés d'amendes allant de 130 à 1 500 €. Voilà de quoi dissuader en tout cas quelques-uns. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau à Sainte-Anne pour les Sainte-Annettes. Des coupures sont prévues chez vous demain soir dès 18 h avec un retour à la normale le lendemain à 6 h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain au centre commercial de Millénis aux Abîmes de 13 h à 17 h 30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 27 mars. Nous l'avons vu ce soir. La nouvelle directrice de l'ARS sort du silence et conteste le chiffre de 43 morts avancé par l'UGTG. Valérie Denus concède une surmortalité dont on ne peut pour le moment établir le lien avec l'incendie et dévoilera jeudi son plan d'action pour le centre hospitalier. Y a-t-il bien eu discrimination à l'embauche dans le recrutement à l'hôtel Arroiroac? Ce soir, nous avons diffusé le deuxième volet de notre enquête avec les explications de Pôle emploi qui est confronté depuis ce matin à la mobilisation du personnel de l'antenne de Pointe-à-Pitre qui s'indigne du transfert de l'agent qui aurait divulgué l'information. Et puis les collectivités se disent impuissantes face à l'invasion des sargasses. Le président de la Riviera du Levant, Jean-Pierre Dupont, a demandé le classement en état de catastrophe naturelle des communes impactées par le phénomène. Et enfin, nous l'avons vu, le parc national verra sur le respect de la nature pendant ces fêtes de Pâques. L'établissement va lancer une vaste campagne de sensibilisation pour rappeler à chacun les règles indispensables pour préserver le milieu naturel. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18 h 45.